Le claquement sec de la porte résonna dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas l'entrée d'un témoin, ni même celle d'un avocat en retard. C'était l'irruption d'un homme persuadé que la loi lui appartenait. Grand, massif, uniforme impeccable orné de décorations, le commandant Adrien Carlsen ne marchait pas. Il avançait comme on prend possession d'un territoire. Ce matin-là, il ne savait pas encore qu'il posait le premier pas sur le champ de bataille qui allait détruire sa carrière et révéler au grand jour les crimes qu'il avait dissimulés pendant des années. La juge Samira Belcourt, assise derrière son large bureau de chêne, leva à peine les yeux de son dossier. Depuis 4 nuits, elle décortiquait chaque ligne d'une requête d'habeas corpus déposée par une mère épuisée, Fatima d'Acosta. Son fils de 16 ans, Elias, croupissait depuis 8 mois derrière les barreaux, accusé d'appartenir à un réseau criminel, alors qu'aucune preuve tangible ne figurait au dossier. La magistrate avait appris à repérer les falsifications, surtout lorsqu'elle portait la signature d'Adrien Carlsen. Dans le box des accusés, Elias fixait le sol, vêtu de la combinaison orange réglementaire. Ses poignets entravés, il donnait l'impression d'un adolescent tentant de se faire aussi petit que possible pour survivre. Juste derrière lui, Fatima serrait contre elle un dossier rempli de bulletins scolaires impeccables et de lettres de professeurs louant son sérieux. Un futur brillant. Balayé par un rapport de police douteux, Carlsen s'installa à la barre des témoins comme s'il dirigeait la séance. D'une voix posée, il récita « Madame la juge, l'arrestation et la détention du jeune d'Acosta ont été menées selon les protocoles les plus stricts dans le cadre d'une opération anti-gang de longue haleine. » Samira Belcourt nota chaque mot, le visage impassible. Elle connaissait déjà l'envers du décor. Derrière les opérations ciblées se cachait un harcèlement systématique visant presque exclusivement les adolescents noirs et métis de certains quartiers. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 23 arrestations en 2 ans, 21 concernant des mineurs issus des mêmes communautés. Elle leva la tête et demanda calmement « Commandant Carlsen, pouvez-vous préciser quelles preuves concrètes justifiaient de priver un mineur de liberté pendant 8 mois ?» Un silence tendu s'installa. Carlsen se redressa, fronça les sourcils. Des comportements suspects observés à proximité de zones connues pour le trafic de stupéfiants. La juge feuilleta un document. Comportement suspect? D'après votre rapport, Elias attendait le bus scolaire à 7h15, un mardi matin. Est-ce cela? Dans la salle, on aurait entendu une aiguille tomber. Carlsen serra les mâchoires, mais Samira n'en resta pas là. La veille, elle avait étudié d'anciens dossiers et découvert un nom qui revenait. Celui d'Ismaël d'Acosta, frère aîné d'Elias, tué 1 an plus tôt lors d'une intervention menée par le même Carlsen. Un tir légitime défense selon les rapports officiels. Mais un rapport préliminaire, récupéré en secret, racontait une toute autre histoire. Ismaël fuyait, mains en l'air. Samira Belcourt savait qu'elle venait de poser le premier jalon d'un piège. La partie visible n'était qu'un procès pour détention abusive. La partie cachée, une bombe prête à éclater. Ce jour-là, elle avait une certitude. Elle n'allait pas seulement juger un dossier. Elle allait affronter un système. Et dans un coin de la salle, un enregistreur discret captait chaque souffle, chaque mot, prêt à devenir une preuve fédérale. Le murmure des spectateurs se dissipa lorsque Samira Belcourt reposa son stylo. Son regard ne quittait plus Adrien Carlsen. Il avait l'assurance de ceux qui se croient intouchables. Pourtant, elle pouvait déjà lire dans la crispation de ses traits que le vernis commençait à se fissurer. « Commandant, reprit-elle d'un ton calme, pouvez-vous indiquer au tribunal combien de mineurs vous avez arrêtés pour suspicion d'appartenance à un gang au cours des 5 dernières années ?» Carlsen esquissa un sourire froid. « Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Peut-être 80, 90. La plupart ont bénéficié d'accords qui leur ont évité de mauvaises fréquentations à l'avenir. » Samira pencha légèrement la tête, comme si elle observait un insecte rare. 90 donc. Et parmi eux, quel pourcentage appartenait à des minorités visibles? La question claqua comme un coup de fouet. Carlsen recula imperceptiblement sur son siège. « Madame la juge, je ne tiens pas à ce genre de statistiques. Je me base sur des comportements, pas sur la couleur de peau. »« Intéressant, répondit-elle en feuilletant un dossier. «
Parce que d'après les données officielles du recensement, votre secteur compte 42% de jeunes noirs, 30% de latinos et 28% de blancs. Or, dans vos propres rapports, plus de 90% des interpellés sont noirs ou latinos. Vous voulez nous expliquer cette coïncidence? Un silence lourd s'abattit sur la salle. On entendait à peine le bourdonnement de l'éclairage au plafond. Carlsen évita son regard. Ses doigts tapotaient nerveusement l'accoudoir. Samira prit une inspiration mesurée, puis sortit un dossier distinct, relié par une chemise rouge. Voyons un cas précis. Ismaël Dacosta, 17 ans, décédé lors d'une intervention que vous avez dirigée. Votre rapport officiel indique qu'il avançait vers vous avec une arme. Pourtant, elle marqua une pause. 2 agents en civil, assis au fond, échangèrent un bref signe. Pourtant, ajouta-t-elle, voici votre rapport initial, horodaté 3 heures après l'incident. Vous y notez « Sujet en fuite, main visible. Aucun signe d'arme au moment du premier tir. » Dans le public, un souffle d'indignation parcourut les rangs. Carlsen serra les mâchoires, le cou veinant sous la tension. « Madame la juge, ce rapport préliminaire a été rédigé sous le choc. L'enquête interne a conclu. »« L'enquête interne ?» coupa-t-elle. « Dirigée par votre propre supérieur hiérarchique, le commissaire Lemoine, qui dînait chez vous la veille de son témoignage. » La salle explosa en murmures. Un huissier dut rappeler à l'ordre. Carlsen, cette fois, ne répondit pas immédiatement. Samira savait qu'elle venait de planter la première lame. Elle se pencha légèrement en avant, les mains croisées. « Commandant, vous prétendez que l'arrestation d'Elias Dacosta est légitime, mais votre passé, vos méthodes et vos incohérences laissent entrevoir un schéma inquiétant. Celui d'un agent qui fabrique ses justifications et se sert de son insigne comme d'un bouclier. » Elle fit un signe discret à son greffier. Aussitôt, un petit haut-parleur fut posé sur le pupitre. « Ce tribunal va maintenant écouter un enregistrement. Il provient d'un entretien que vous avez eu, il y a 4 mois, avec un certain lieutenant Arnaud Vellet, dans un bar de la vieille ville. Le déclic d'un bouton. Puis une voix masculine reconnaissable entre toutes, celle de Carlsen, légèrement ivre, posée, presque amusée. « Ce gosse, Elias, il pense qu'il va finir à l'université. Mais je vais lui montrer qu'on ne défie pas ma façon de faire. » Un rire gras suivi de la voix plus grave du lieutenant. « Et sa mère? Elle apprendra comme toutes les autres. Respecte pas l'ordre, tu paies. » Dans la salle, plusieurs visages se figèrent. Fatima, blême, posa la main sur sa bouche pour contenir un sanglot. Carlsen, lui, tentait de garder une posture droite, mais ses yeux bougeaient, cherchant une sortie invisible. Samira coupa l'enregistrement. « Cet échange, commandant, est corroboré par un témoin protégé et par les données de localisation de votre téléphone. Vous niez être l'auteur de ces propos? »« Ce sont des paroles sorties de leur contexte, » répondit-il sèchement. « Le contexte est justement ce qui m'intéresse, » rétorqua-t-elle, « car il dessine le portrait d'un homme qui cible, harcèle et détruit des vies par calcul et non par nécessité de protection publique. » Elle se tourna vers Elias. « Elias, le jour de ton arrestation, que faisais-tu? »« J'attendais le bus pour aller au lycée, madame la juge, » répondit-il d'une voix tremblante. « Et il y avait une arme sur toi? »« Non, madame, jamais. » Samira se redressa, la voix désormais plus tranchante. « Nous avons atteint un point où cette audience ne concerne plus uniquement la liberté d'un adolescent. Elle touche aux fondations mêmes de notre justice. Commandant Carlsen, il est temps que vous compreniez que vos actes ne se déroulent plus dans l'ombre. » Dans un coin de la salle, un homme au costume sombre prit des notes rapides. À son poignet brillait un insigne discret, celui d'un enquêteur fédéral. Carlsen n'avait pas encore compris que le piège se refermait. Le silence dans la salle était presque irréel. On aurait dit que même l'air retenait son souffle. Samira Belcourt fit glisser un dernier dossier sur son bureau, la couverture marquée d'un sceau officiel. « Commandant Carlsen, dit-elle d'une voix parfaitement posée, ce que je m'apprête à lire ne vient pas de votre commissariat, mais du Bureau fédéral d'enquête. » Un léger mouvement parcourut le public. Carlsen fronça les sourcils, une lueur d'incompréhension traversant son regard. « Depuis 8 mois, poursuivit Samira, une enquête fédérale vous vise pour falsification de preuves, obstruction à la justice et homicide volontaire. » Carlsen tenta un rictus ironique. « Ridicule. Si le FBI avait quelque chose contre moi, je le saurais déjà. » Samira ne répondit pas.
À ce moment précis, les grandes portes du tribunal s'ouvrirent. 4 agents en costume sombre pénétrèrent dans la salle, avançant d'un pas mesuré. En tête, une femme aux cheveux poivre et sel, badge fédéral à la main. « Madame la juge », annonça-t-elle d'une voix claire, « je suis l'agente principale Sophia Morel, division des droits civiques du FBI. Nous avons un mandat d'arrêt fédéral pour le commandant Adrien Carlsen. » Un frisson parcourut la salle. Fatima, le souffle court, serra plus fort le dossier qu'elle tenait depuis le début de l'audience. Elias leva enfin les yeux, incrédule. Carlsen, lui, se figea. « Vous n'avez pas le droit, ce tribunal n'a pas. »« Le droit ?» coupa sèchement Morel. « Nous avons la preuve enregistrée de vos aveux. Preuve que vous avez exécuté Ismaël d'Acosta alors qu'il fuyait, mains en l'air. Preuve que vous avez ensuite ciblé son frère mineur pour donner une leçon à sa famille. » L'agente sortit une clé USB qu'elle posa sur le bureau de la juge. Cette clé contient vos conversations interceptées, vos messages à des collègues où vous planifiez la destruction de preuves, ainsi que des transferts bancaires liés à des paiements occultes. Carlsen jeta un regard circulaire. Ses yeux passèrent sur le public, les agents, la juge. Il comprenait, mais trop tard, que chaque mot qu'il avait prononcé depuis le début de l'audience avait été enregistré par des micros dissimulés dans la salle. « Vous m'avez piégé », souffla-t-il. Samira s'avança, se redressant de toute sa hauteur. « Non, commandant, vous vous êtes piégé tout seul. » Morel fit signe à ses collègues. 2 agents s'approchèrent de Carlsen, sortant les menottes. Mais au moment où ils allaient le saisir, il recula brusquement, renversant sa chaise. Son visage n'avait plus rien de la froide assurance qu'il affichait en entrant. C'était celui d'un homme acculé. « Vous ne comprenez pas, » rugit-il. « Ce système a besoin de gens comme moi. Vous croyez protéger la justice? Vous êtes en train de la détruire. » Samira ne cilla pas. La justice n'a pas besoin de bourreaux. Carlsen fit un pas vers la barre, ses mains crispées. Son regard se fixa sur le maillet posé devant la juge. Et soudain, il se jeta en avant, saisissant l'objet comme une arme. Le mouvement fut si rapide que plusieurs spectateurs crièrent. « Assez !» hurla-t-il, levant le maillet au-dessus de sa tête. Mais il n'eut pas le temps de l'abaisser. 3 agents fédéraux le plaquèrent au sol dans un fracas de bancs renversés. Le maillet roula jusqu'au pied de la juge. Le souffle court, Samira se leva. « Que le procès-verbal indique que le commandant Adrien Carlsen a tenté d'agresser une magistrate fédérale en pleine audience. » Morel se pencha vers lui, les genoux dans le dos pour le maintenir au sol. « Adrien Carlsen, vous êtes en état d'arrestation pour homicide, détention arbitraire, falsification de preuves, intimidation de témoins et complot criminel. Vous avez le droit de garder le silence. » On le releva, menottes au poignet. Le masque était tombé. Son regard haineux se posa une dernière fois sur Elias. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il. Samira croisa ses yeux sans ciller. « Pour vous, si. » Lorsque Carlsen fut conduit hors de la salle, la tension retomba brusquement. Fatima éclata en sanglots, Elias se précipita vers elle, et Samira, derrière son bureau, sentit pour la première fois depuis le début de cette affaire le poids de l'injustice commencer à se lever. L'audience n'était pas terminée, mais le rapport de force avait basculé. Et cette fois, la vérité avait un visage, et ce visage n'allait plus disparaître dans l'ombre.